je vais traiter des paysans, comme vous le savez. Dans cette première séance, c'est une séance introductive. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, finalement, j'en suis venue à réfléchir sur les paysans. Et puis, à la fin de cette séance, donc là, c'est une séance introductive, simplement. J'ai affiché 5 thèmes, en fait. Et au fur et à mesure de la présentation de ce cycle, je vais évoquer ces 5 thèmes, et ce sera les 5 thèmes qui seront récurrents sur toute l'histoire, sur tout ce cycle. Ce sera les thèmes sur lesquels je reviendrai en permanence. Les limites chronologiques de ce cycle, c'est le Xe siècle, l'an 1000, et je m'arrête au XIXe siècle. Voilà. Mais en fait, vous verrez qu'il y a, même si je n'aborde pas les questions contemporaines, en fait, il y a une grande partie des problèmes auxquels le monde paysan est confronté actuellement, qui trouvent ses origines dans les grandes luttes des paysans sur les 10 siècles que vont couvrir mon cours. Donc, je vais commencer par présenter dans quel esprit j'ai abordé cette question des paysans, qui est j'étais un peu prétentieuse en ayant une période aussi grande. Bon, je me concentre sur la France, mais en fait, je vais quelquefois prendre des exemples ailleurs, en particulier en Angleterre, et dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, parce qu'elle a servi de modèle de réflexion à ceux qui vont réfléchir sur ce que c'est que l'agriculture, le monde agricole, la productivité, etc. Donc, je vais faire des petits emprunts à l'Angleterre, et puis je vais aussi me promener un petit peu en Allemagne et en Catalogne, parce qu'on a des exemples qui permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe en France. Mais l'essentiel, ce sera de comprendre l'histoire des paysans en France. Autre chose, pour commencer, je vais faire le lien avec les 2 séances, les 2 cycles précédents, le cycle de 1848 et celui de 1870, parce qu'en fait, dans ces 2 cycles, on avait été amené chaque fois à poser des questions sur et les paysans là-dedans, et c'est vrai que j'avais répondu plus ou moins bien à ces questions, mais en fait, j'avais fait abstraction, pour ainsi dire, de ce monde paysan, alors qu'au XIXe siècle, il représentait plus de les 2 tiers de la population française, les 2 tiers aussi de la population active. Donc en fait, parler des révolutions du XIXe siècle en faisant abstraction du mouvement paysan, c'était en quelque sorte s'amputer d'une partie de la compréhension de ce processus révolutionnaire. Dans cette interrogation, bien sûr, je vais m'en tenir aux paysans, et en particulier aux révoltes paysannes, et souvent, il y a plein de choses que je vais laisser de côté, parce qu'il y a des exemples où il y a une telle imbrication entre révolte paysanne et révolte urbaine, que là où les imbrications sont très très importantes, je les laisse de côté, pour me consacrer vraiment à ce monde de paysans. Alors, dans les 2 cycles précédents, donc il y avait le premier cycle sur 48 et le deuxième cycle sur 1870-71, la Commune. Alors pour le premier cycle sur 1848, la première chose que j'avais faite, c'était d'essayer de comprendre les origines des révolutions de 48 et du printemps des peuples. Et si vous vous souvenez, mais peut-être que vous vous en souvenez pas parce que c'était loin et un peu compliqué, j'étais partie de l'exemple de l'Allemagne. Et en Allemagne, à la veille de 1848, mais c'est valable pour toute l'Europe occidentale, il y a une très très grave crise économique et sociale et une très grave crise rurale. Cette crise rurale, elle avait été analysée en son temps par Karl Marx, qui avait écrit dans la Gazette rhénane, qui avait abordé la question
des révoltes paysannes et la question aussi de la crise paysanne à travers un exemple très particulier qui était celui de la forêt. Alors, même chose, vous verrez que la forêt, elle va revenir en permanence dans le cours. Et à la dernière leçon, je vais essayer de faire un petit peu une synthèse sur forêt et paysans, parce que l'usage de la forêt, elle symbolise un petit peu toutes les contradictions que l'on va retrouver dans ce monde paysan. Alors, en Allemagne, en 1843, il y a une loi très sévère qui avait été prise par la Diet Rhénane, en 1841, excusez-moi, une loi forestière, et cette loi forestière, elle punissait très sévèrement tous les usages qui pouvaient être faits de la forêt, et en particulier le fait de prendre du bois. Donc ça avait été la première condamnation, puis après on avait étendu à tout ce qu'on pouvait trouver dans la forêt, la cueillette, etc. C'était interdit, donc ça allait contre la coutume, les usages coutumiers de la forêt, ça avait été interdit par cette loi. Et donc si on entrait dans la forêt pour prendre du bois ou cueillir des myrtilles, etc., on était accusé de vol et on était puni en fonction de ce que l'on avait volé. Et Marx avait dans la Gazette rhénane évoqué ce problème et surtout avait rappelé la discussion qu'il y avait eu à la Diet rhénane entre deux députés pour savoir s'il fallait interdire les usages de la forêt ou au contraire, donc en laisser l'usage exclusif, ou au contraire continuer à en laisser un droit d'usage collectif. Alors, voilà je n'ai pas reproduit ces textes-là parce que c'est qu'une introduction. Je vous ai reproduit uniquement les textes qui étaient directement dans le nouvel apport que je faisais aujourd'hui. Voilà ce que disait un des députés favorable aux usages collectifs. Un député a évoqué les enfants des familles pauvres qui cueillent des fruits, érelles et baies sauvages pour procurer à leurs parents un petit gain, chose qui est tolérée par les propriétaires depuis des temps immémoriaux et qui a constitué pour les petits un droit coutumier. Alors, je trouve que là, vous avez déjà une des clés de ce que je vais expliquer, des droits coutumiers qui sont fondés sur des temps immémoriaux. C'est les temps immémoriaux qui font la légitimité. De tout temps, on a fait ça. Alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le seigneur ou le roi va dire « mais qu'est-ce que ça veut dire de tout temps ?» Parce qu'avant le tout temps, il y avait bien quelque chose. Et sur quoi sont fondés les usages. Mais les communautés villageoises vont s'appuyer sur le de tout temps en disant qu'il y a un droit coutumier qui est plus fort que le droit qui va être inscrit dans la loi. Et là, on est bien dans cette confrontation au XIXe siècle entre ce qui va être la législation de l'État et qui va s'opposer justement à ces coutumes, à ces pratiques orales qui font le droit des communautés villageoises. L'autre député réfute ce fait en remarquant que dans sa région, ces fruits seraient passés dans le commerce et expédiés en Hollande. Effectivement, en un lieu, on a déjà réussi à faire d'un droit coutumier des pauvres un monopole des riches. On a ainsi la preuve absolue qu'il est possible de monopoliser un droit commun. Il va donc de soi qu'il faut monopoliser. La nature de l'objet réclame le monopole, puisque l'intérêt de la propriété privée l'a inventé. Et en fait, on se trouve au milieu du XIXe siècle et ces affirmations dans cette discussion, en fait, c'est l'aboutissement d'un long processus que l'on va essayer d'expliquer. Un long processus qui va aboutir à la remise en cause à la fois théorique et pratique du droit d'usage et des communaux. Droits d'usage et communaux qui sont indispensables au fonctionnement des communautés villageoises. Et quand on va s'en prendre à ces droits d'usage, à ces communaux, on va s'en prendre aussi à l'existence même et au fonctionnement de ces communautés villageoises. Il y a un lien très très fort entre les deux. Donc ça, c'est un thème qu'on va retrouver, que je vais essayer de développer depuis le Xe siècle, puisque le premier cours va porter sur l'an 1000 avec la mise en place de la seigneurie, des formes de domination et d'exploitation. Et la première révolte
du Xe siècle qui a lieu en Normandie, ce sera une révolte pour garder l'usage de ces biens communs. Voilà. Alors, en même temps, quand on avait étudié l'histoire de l'Allemagne, j'avais évoqué très rapidement le fait que les paysans avaient voulu compenser la perte des usages collectifs, usages collectifs sur les biens privés ou usages collectifs des terres qui appartenaient à la communauté villageoise, et ils l'avaient compensé par la pluriactivité. Alors vous avez tous entendu parler des colporteurs qui partaient en hiver faire du commerce, des emplois saisonniers. Aussi, ce qui est en train de se développer à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et au XIXe siècle en Allemagne et en France, c'était la proto-industrialisation, c'est-à-dire l'industrie à la campagne. Et les paysans avaient donc une double activité, une activité de paysans et une activité d'industrie à domicile. C'était surtout le tissage et le filage. Et puis au cours du XIXe siècle, au milieu du XIXe, se passe ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle va concentrer la production dans des unités beaucoup plus grandes et liquider progressivement l'artisanat rural. Alors ça va se faire précocement en Angleterre, en Allemagne, beaucoup plus tardivement en France, puisqu'on va travailler encore la soie jusqu'à la guerre de 14-18 dans les campagnes, ce qui va d'ailleurs permettre aux campagnes de rester très peuplées. Le 19e siècle, c'est un monde plein. C'est le moment où les campagnes sont le plus peuplées. Donc, moi, j'ai été un peu étonnée d'ailleurs, parce que je ne me souvenais plus de cette importance de la population rurale jusqu'à la fin du 19e siècle en France et le milieu du 19e en Allemagne et en Angleterre. Alors, ces tisserands se sont soulevés en 1944. C'est la grande révolte des paysans tisserands de Silésie, révolte qui a été analysée par Marx, qui a été réprimée avec une férocité extrême, mais qui symbolise vraiment l'ébranlement de ce monde rural, qui va perdre en quelque sorte son équilibre en perdant l'usage des communs, excusez-moi, pour l'instant, on va dire des communaux et des usages collectifs, et qui va perdre aussi les compensations dans cette pluriactivité. Et quand on parlera ensuite d'exode rural, eh bien, l'exode rural, ce sera d'abord la disparition de toutes les activités qui sont autres que celles des activités agricoles, et finalement, il ne restera plus que des paysans. Et c'est bien ça, le désert actuellement des campagnes, c'est que tout ce qui était en dehors du monde rural, enfin du monde paysan proprement dit, a disparu. Voilà. Alors, ça c'est pour 1848 et les origines de cette révolution de 48. Donc, vous voyez, il y a un ébranlement du monde rural avec un exode rural. Vous vous souvenez qu'en 1848, il y avait le droit au travail, tous ces gens qui se précipitaient à Paris pour trouver du travail, c'était des gens qui étaient issus de ce monde rural et qui étaient issus de cet artisanat paysan qui n'avaient plus leur place dans les restructurations de l'économie de l'époque. Alors le deuxième thème que j'avais évoqué en 1848, c'était en France, cette fois-ci, la Révolution de 48, et on était revenu à 2 reprises sur le vote paysan. Alors vous vous souvenez qu'on avait trouvé que ces paysans avaient mal voté à 2 reprises aux élections législatives en 1848, qui avaient amené une majorité conservatrice, et puis l'élection du prince Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République, et ensuite le plébiscite majoritaire qui avait permis le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors j'avais essayé de donner des explications là-dessus, donc je ne reviendrai pas, mais j'ai réfléchi aussi à autre chose depuis par rapport à ce vote conservateur. C'est qu'en fait, ce qu'on demandait aux paysans, c'était de s'intégrer à un système politique qui était celui d'un régime libéral et représentatif, dans une économie qui était une économie libérale, et en individualisant le vote de chacun des paysans qui devenaient des paysans citoyens individuels,
et qui, pour participer à cette vie politique, comme l'auraient souhaité les républicains, démocrates, etc., hein, dans le cas du suffrage universel, ça voulait dire rompre avec la communauté villageoise. Et est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné contradiction entre ce système politique qui se mettait en place et le système politique qui existait dans cette communauté villageoise? Alors ça, je vous le donne comme ça, avec un point d'interrogation. On va essayer d'y répondre. Hein, mais je trouvais que c'était aussi une façon d'aborder la question de la politisation du monde rural. Et peut-être, c'est cette façon de voter qui ne correspondait peut-être pas à une attente qui serait celle de l'émancipation par la République. Voilà. Donc, gros point d'interrogation. Ensuite, autre point où on avait abordé les problèmes politiques, c'était en 1851. Et là, les paysans s'étaient bien comportés, entre guillemets, puisqu'ils avaient résisté au coup d'État dans une grande moitié sud-est de la France, et en particulier dans notre région. Et il y avait eu des révoltes contre ce coup d'État. Et là, encore une fois, si vous voulez, ce qui est intéressant à remarquer, aussi bien à l'époque du coup d'État que dans l'écriture qu'en ont fait les historiens, c'est que cette révolte des paysans pour défendre la République, qui était attaquée par le coup d'État, et pour condamner en quelque sorte ce coup d'État, eh bien cette révolte, elle a tout de suite été interprétée de deux manières contradictoires. La première, c'était de dire que c'était encore une jacquerie et que les paysans, c'était des sauvages qui étaient inorganisés et qui faisaient des émeutes qui forcément allaient échouer parce qu'ils n'avaient pas ni conscience de ce qu'ils faisaient, ni un programme politique, ni une véritable organisation. Donc ça, c'est la légende noire de ces émeutes qui condamnaient le coup d'État. Et puis une légende dorée en disant « Regardez ces paysans, ça y est, ils sont devenus républicains et ce qu'ils ont en tête, c'est de défendre la République. » Voilà. Alors, voilà, comme si en fait, la seule façon de participer à la vie politique, c'était d'accepter les institutions républicaines au XIXe siècle. Voilà. Et il y a des historiens, en particulier le grand historien de 1848, Maurice Agulon, qui a écrit des bouquins remarquables, a dit 1848, ou l'apprentissage de la République. Hein, comme si la politisation, ça venait de haut en bas, et qu'en fait, il n'y avait pas une possibilité d'autonomie de la vie politique qui viendrait d'en bas. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la rencontre des deux. Hein, mais voilà. Donc, c'est un petit peu aussi comme ça qu'on va réfléchir sur le sens des communautés paysannes. Voilà. Alors, ensuite, ça va? Oui. Bon. Alors, ensuite, on avait... oui, alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que si je vous rappelle ça, c'est ce sur quoi je voudrais réfléchir, c'est sur le sens des révoltes paysannes, sur le sens politique des paysans et sur leur capacité d'autonomie. Est-ce qu'il peut y avoir une autonomie politique du monde paysan dans ces révoltes et dans ces prises de position? Alors après, on a abordé la commune. Et la commune, bon, bien sûr, on a parlé de la commune comme un phénomène urbain. Mais il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites par les communards au moment de la commune. Et ensuite, il y a une réflexion qui a été faite après pour réfléchir sur les liens possibles qui auraient pu être établis, ou sur les tentatives de liens qui auraient pu être établis entre la commune de Paris et les communautés, ou les communes, parce que comme on était au XIXe siècle, la communauté n'existe plus, mais elle avait été remplacée par la commune administrative en France. Donc, les liens qu'il pouvait y avoir entre la commune de Paris et les communes, mais sous forme de communauté. Et donc, j'avais parlé très très brièvement de deux choses. J'avais évoqué le fait que Benoît Malon et sa compagne André Léo avaient écrit un manifeste à 100 000 exemplaires qui devait être diffusé, bon, qui n'est pas arrivé à cause du blocus forcément à toucher les personnes qui devaient être touchées. Et il était dit dans ce manifeste qui avait été écrit pour contrebalancer la propagande de Versailles. Les Versaillais disaient « Regardez ces communards », alors c'est toujours la même chose,
Ce sont des partageux, ils veulent s'en prendre à la propriété paysanne. Ils pressurent les paysans qui payent les impôts pour payer les gens et ne rien faire. Grosso modo, c'est toujours à peu près le même discours conservateur qui est tenu quand on veut condamner un certain nombre de mesures. Alors, voilà ce qu'écrivait un tout petit passage. « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes, ce que je demande, tu le veux aussi. L'affranchissement que je réclame, c'est le tien. Paris veut, écoute bien ceci, travailleurs des campagnes, pauvres journaliers, petits propriétaires que ronge l'usure, métayers, fermiers, vous tous qui semez, récoltez, suez pour que le plus clair de vos produits aille à quelqu'un qui ne fait rien. Ce que Paris veut, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. » Et dans sa déclaration au peuple français, qui est le manifeste de la Commune du 19 avril, la Commune insiste sur l'alliance entre la Commune de Paris et le reste de la France, et en particulier les communes rurales, l'autonomie absolue de la Commune étendue à toutes les localités de France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits. Donc une perspective politique qui pensait la communauté rurale non pas comme un archaïsme, mais comme un aspect de la modernité pour lequel il était nécessaire de tisser des liens importants. Voilà. Et donc là, et en plus, il y avait une grande idée que dans les relations ville-campagne, il n'y avait pas de domination de la ville sur la campagne. Parce que bien souvent, c'est comme ça qu'était perçu le type de relation qui pouvait se mettre en place entre la ville et la campagne. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que à la suite de l'expérience de la Commune de Paris, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi, et ce que je vous dis là, je l'ai lu en particulier dans le beau livre de Christine Ross sur l'imaginaire de la Commune. Elle montre comment en fait, il y a plein d'auteurs qui ont réfléchi, mais moi j'en ai choisi deux, c'est Marx d'une part et Élisée Reclus d'autre part, qui ont réfléchi sur la Commune et sur le monde rural et la Commune. Et Karl Marx, au moment de la Commune, était à Londres. Et à Londres, il avait rencontré, comment elle s'appelle, son prénom, Elisabeth Dmitriev, qui est une Russe, donc qui est venue à Londres qui a apporté beaucoup de brochures, des brochures russes, des mouvements populistes russes. D'ailleurs, il y a une partie de ce que je dis, elle fait partie d'une discussion qui a eu lieu à Milbabor sur la présentation des thèses de Dmitriev, de Marx et puis de Chalamov. Et donc, Marx a lu toutes ces brochures. Il y a eu aussi des correspondances avec d'autres responsables du mouvement populiste en Russie. Et en fait, il a réfléchi à partir de l'expérience de la Commune de Paris, de l'expérience même de Dmitriev qui avait construit l'Union des femmes au moment de la Commune. Donc toutes ces expériences de communes en acte, il avait réfléchi sur qu'est-ce que c'était que les communes, et les communes qui étaient en Russie, les obstinats, communes qui s'étaient mises en place après la suppression du servage, et qui étaient en quelque sorte des communautés autogérées, si vous me permettez cette expression. Alors Marx n'avait pas dit que c'était la meilleure des choses, parce qu'il y avait des relations patriarcales et puis que chaque communauté était isolée, mais qu'il y avait à prendre dans ce type d'organisation pour repenser le monde rural et repenser la généralisation de la commune. Donc ça, c'est assez intéressant à remarquer. Et puis, autre chose, donc, dans un tout autre domaine, c'était les réflexions qu'a eu Élisée Reclus, à ce moment-là aussi, réflexion qui a été aussi nourrie par l'expérience de la Commune de Paris. Et il a publié un très, très beau texte qui s'appelle « À mon frère le paysan ». Donc là, vous en avez un extrait. Ce texte, il est accessible sur Internet. C'est un très, 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 très beau texte. Bon, là, il y en a un tout petit bout, mais on peut le lire. Il est dans les archives Gallica
des archives nationales et il est très très accessible, ou sur les sites canadiens, on les trouve. Alors voilà ce que dit Élisée Reclus dans son texte « À mon frère le paysan ». Vous êtes donc bien faibles, vous tous, petits propriétaires, isolés ou associés en commune. Vous êtes bien faibles contre tous ceux qui cherchent à vous asservir, accapareurs de terre, qui en veulent à votre petit lopin, gouvernants qui cherchent à en prélever tout le produit. Si vous ne savez pas vous unir, non seulement d'individu à individu et de commune à commune, mais aussi de pays à pays, en une grande internationale de travailleurs, vous partagerez bientôt le sort de millions et de millions d'hommes qui sont déjà dépouillés de tout droit au semail et à la récolte et qui vivent dans l'esclavage du salariat. Ceux-ci ont été privés de la terre et vous pouvez l'être demain. Y a-t-il une si grande différence entre le sort et le vôtre? La menace les atteint déjà. Elle vous épargne encore pour un jour ou deux. Unissez-vous tous dans votre malheur ou votre danger, défendez ce qui vous reste et reconquérez ce que vous avez perdu. Sinon, votre sort à venir est horrible, car nous sommes dans un âge de science et de méthode, et nos gouvernants, servis par l'armée des chimistes et des professeurs, vous préparent une organisation sociale dans laquelle tout sera réglé comme dans une usine, où la machine dirigera tout, même les hommes, où ceux-ci seront de simples rouages que l'on changera comme de vieux fers quand ils se mêleront de raisonner et de vouloir. C'est ainsi que dans les solitudes du Grand Ouest américain, des compagnies de spéculateurs, en font bon terme avec le gouvernement, comme le feront tous les riches ou ceux qui ont l'espoir de le devenir, se font concéder des domaines immenses dans des régions fertiles et font, à coups d'hommes et de capitaux, des usines à céréales. Voilà, donc ce texte a été écrit une dizaine d'années après la Commune. Voilà, donc bon, je vous laisse tirer les conclusions de cette lecture. Bon, après, Élisée Reclus va utiliser le terme d'agriculture et il va montrer en fait qu'on est en train de passer à autre chose, c'est-à-dire non plus à ce monde de paysans où les paysans n'étaient pas appelés agriculteurs, ils étaient appelés par leur métier, c'était des haricotiers, des vignerons, des manouvriers, des laboureurs. Et la transformation de paysans avec des qualifications particulières en agriculteurs changeait aussi la conception qu'on pouvait avoir de l'agriculture, justement. Hein. On était dans ce moment de rupture. Je vais vous lire aussi une petite citation qui est un peu hors sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la lire, qui est aussi d'Élisée Reclus et qui s'appelle « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes ». Et cette petite citation, je l'ai trouvée dans un ouvrage de René Rizel qui s'appelle « Du progrès dans la domestication » et donc qui est vraiment l'ouvrage qui pointe les problèmes, l'artificialisation de l'agriculture actuelle. Et voilà ce qu'il dit. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Et une des fonctions, alors c'est pas ce que dit Rizel, c'est moi qui le dis, mais une des fonctions qu'on assigne maintenant aux paysans, c'est, aux paysans, hein, dans une conception d'une agriculture paysanne, c'est d'être les jardiniers ou les gardiens du paysage. Voilà. Et là aussi, hein, c'est une interrogation qu'on peut avoir sur cette nouvelle fonction qu'on attribue au monde paysan. Voilà. Donc, si vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer, les thèmes que je vais aborder à travers cette petite récapitulation, le premier, c'est les usages collectifs et les communaux qui vont être confrontés aux usages exclusifs et au marché. Hein, c'était le texte de Marx. La politisation du monde rural et son autonomie, c'était
Qu'est-ce qui fait que les paysans s'engagent ou ne s'engagent pas dans telle ou telle voie politique? Est-ce que c'est lié à un apprentissage qui viendrait d'en haut ou à une création qui viendrait d'eux-mêmes? Et puis l'idée que la communauté paysanne, au lieu d'être un archaïsme, peut être un facteur de modernité. Qu'est-ce qu'il y a de moderne au sens historique du terme, hein, dans ces communautés paysannes? Voilà, donc ça c'était cette première partie sur laquelle je voulais revenir, en dégageant donc quelques thèmes que je vais expliquer pendant ce cycle. Alors maintenant, pour encore un petit peu plus approfondir les thèmes et la façon dont j'ai voulu travailler, je vais partir d'un exemple, et cet exemple je vais le prendre en Angleterre. C'est un exemple qui a été étudié par un très grand historien qui s'appelle Edward Thompson, qui a travaillé, je vais vous expliquer un tout petit peu après comment il a travaillé, pourquoi je me suis inspirée beaucoup de sa réflexion. Alors l'exemple que je prends, il se passe au XVIIIe siècle, et cet exemple, c'est la guerre des forêts, ce que Edward Thompson a appelé la guerre des forêts. En fait, ça commence par un fait divers, en quelque sorte. Ce fait divers, c'était une attaque régulière qui était faite par des hommes, par des bandes d'hommes, de villageois, qui avaient le visage barbouillé de noir, et ils rentraient dans les forêts qui avaient été encloses, ou dans les domaines qui appartenaient à des gens de la gentry, des domaines publics, des domaines privés, pardon, excusez-moi, qui étaient clos. Et là, ils attaquaient les serfs et les tuaient. Et face à cette vague de tueries, à partir dans les années 1720-1730, il y a une loi qui a été prise, qui a été votée, une loi qui a été votée sans discussion, par mesure d'urgence. Donc on peut se demander pourquoi c'était aussi urgent de prendre une telle mesure. Donc la Chambre des communes a pris cette loi qu'on appelle la Black Act, c'est-à-dire l'acte noir, hein, en faisant allusion donc à ces personnages qui rentraient dans les forêts et avec le visage barbouillé, et que l'on a très vite appelé Bloody Act, l'acte du sang, la loi du sang, puisqu'on condamnait à mort par pendaison les braconniers qui s'en étaient pris à ces serfs. Et puis une fois qu'on avait... cette loi avait été votée pour 3 ans, reconductible, donc normalement réexaminée par les communes tous les 3 ans, et elle a été reconduite pendant 100 ans. Donc cette loi ensuite a été étendue à tout ce que l'on pouvait faire dans les forêts, c'est-à-dire quand les gens, de manière coutumière, allaient ramasser du bois mort, ou allaient ramasser des fruits, ou allaient prendre des branchages pour faire des clôtures, pour faire leurs toits, etc., enfin, pour construire leurs outils, tout ça c'était puni de la peine de mort. Voilà. Alors, en fait, bon, je vous le dis tout de suite, l'historien qui a étudié ça s'est rendu compte qu'en fait, avant cette loi et après cette loi, il n'y a pas eu beaucoup plus de condamnations à mort. Il y avait déjà une loi qui avait été prise avec un vieux code forestier qui existait déjà depuis le XIIIe siècle, qui disait que les paysans n'avaient pas le droit de couper des arbres sans l'autorisation du propriétaire. Mais s'ils avaient l'autorisation, ils avaient le droit de le faire. S'ils le faisaient sans l'autorisation, ils pouvaient être punis aussi de la peine de mort et d'être pendus. Voilà. Mais cet usage-là, il a été généralisé, donc sur toutes les atteintes à ce qui était dans les forêts. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Edward Thompson, il a fait une étude très poussée de toutes les archives et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus de morts avant qu'après la loi. Donc pourquoi faire une telle loi? Et en fait, il montre que ce qui était important, c'était de criminaliser les atteintes aux biens. Donc, à partir du moment où la peine était si forte, ça veut dire que
il s'agissait vraiment d'une action criminelle, puisque, à part, en général, la peine de mort, elle est réservée justement à ce qui est criminel. Donc on criminalisait comme ça des usages, des pratiques qui s'en prenaient à la propriété privée. Et donc ça, moi je trouve que c'est assez intéressant par rapport à notre problématique à la fois de qu'est-ce que c'est que la propriété privée, comment elle se met en place, etc., à un certain moment donné, et puis la condamnation de tout ce qui pourrait être des usages déviants, cette criminalisation de tout ce qui peut être déviant. Alors, cet historien-là, je voudrais un petit peu revenir sur lui parce que c'est un historien anglais marxiste, puis qui a pris un peu de distance par rapport au marxisme, où il a rétabli l'humain dans son analyse, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, c'est un peu simpliste. Bon, mais c'est quelqu'un qui a d'abord commencé à étudier la classe ouvrière, et il a écrit un très très beau livre qui s'appelle « La formation de la classe ouvrière anglaise ». Et cet ouvrage, il l'a écrit à la suite de la rencontre qu'il a faite avec les travailleurs du Yorkshire. Ces travailleurs, c'était en fait les descendants des ouvriers du début de la révolution industrielle en Angleterre. En fait, ils racontaient l'histoire de leurs grands-parents, en quelque sorte. Et ce livre, il l'a écrit à la suite de cours qu'il donnait le soir dans son université, sous la forme d'université populaire, fondée sur les discussions qu'il avait avec ses ouvriers. Et c'est à la suite de ces échanges-là qu'est né ce premier ouvrage. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est l'introduction qu'il a faite. Enfin, il y a autre chose, mais ce que j'ai retenu, c'est son introduction, parce que cette introduction, elle décrit la démarche de cet historien, mais aussi une démarche qu'il va appliquer ensuite au monde rural. La préoccupation de cet historien a toujours été de dire aux gens, vous avez la capacité d'agir. Donc, si vous connaissez votre histoire, vous avez la capacité de vous révolter et la capacité d'avoir vos propres décisions sans être déterminé par quoi que ce soit. Donc, retrouvez ou apprenez ou récupérez ce qu'ils appellent agency, cette capacité d'agir. Et donc, il l'a fait pour les ouvriers, puis ensuite, il fera la même chose pour le monde paysan. Alors voilà cette belle préface que vous avez dans votre texte, qui est sur la préface de la formation de la classe ouvrière. Et voilà ce que dit Thompson de sa démarche. Il a cherché à sauver de l'immense condescendance de la postérité le pauvre tricoteur sur métier, le tondeur de draps ludites, le tisserand qui travaille encore sur un métier à main, l'artisan utopiste. Il est bien possible que leur métier et leur tradition aient été moribonds, que leur hostilité à l'industrialisation naissante ait été alimentée par un point de vue passéiste, que leur conspiration insurrectionnelle ait été téméraire, mais ce sont eux qui ont vécu cette période de bouleversement social intense, ce n'est pas nous. Leur aspiration était justifiée par leur expérience propre, et si l'histoire a fait d'eux des victimes, leur propre époque les ayant condamnés, victimes, ils sont restés jusqu'à nos jours. Et ce texte qui est sur ce monde ouvrier, vous transposez, vous mettez les paysans à la place et vous avez à peu près la même analyse que l'on pourrait faire de leur révolte. Alors, après avoir travaillé sur les ouvriers, il va donc faire une très vaste enquête dans une université, l'université de Warwick, avec un groupe d'universitaires sur le monde paysan. Et une enquête sur toutes les luttes sociales en Angleterre au XVIIIe siècle et sur ce monde paysan en particulier. D'ailleurs, pour la petite histoire, Edward Thompson va démissionner de cette université
pour dénoncer la perte d'indépendance de cette université par rapport au financement de l'université. Et ensuite, il va être un historien en freelance qui va passer son temps à étudier, puis après il va se lancer dans la lutte contre les armes atomiques dans ces années-là, puis contre le nucléaire. Bon, je ferme la parenthèse. Donc il va faire, à la suite avec son groupe d'historiens, il va faire un énorme ouvrage qui s'appelle Whigs and Hunters. Alors Whigs, je crois que je l'ai marqué, hein, oui. Whigs, c'est le nom du parti qui dominait, qui était à la tête du pouvoir en Angleterre au XVIIIe siècle et qui en fait défendait les intérêts des grands propriétaires, de ceux qui avaient et aussi de ceux qui avaient clôturé leurs terres, hein, en privant les paysans des droits d'usage sur ces terres. Et hunters, ça veut dire les braconniers, les petits chasseurs d'abord de lapins de Garenne, etc. Et puis ensuite les chasseurs qui faisaient du braconnage des cerfs et qui avaient été condamnés par cette loi. Alors, je reviens un petit peu sur cette action que les Blacks ont fait. Ces rebelles sociaux, comme les appelle Edward Thompson, qui ont donc agi contre les forêts royales, les forêts domaniales, qui avaient été encloses pour protéger ces forêts, pour protéger le gibier qui était dans ces forêts. Edward Thompson dit même que dans les forêts domaniales de Windsor, qui étaient les grandes forêts du roi, on connaissait plus le nombre de cerfs qui étaient dans ces forêts que le nombre d'habitants des villages qui entouraient ces forêts. Ça vous montre un petit peu l'intérêt qu'on pouvait avoir pour les cerfs qui passaient avant l'intérêt qu'on pouvait avoir pour les habitants des villages alentours. Alors voilà ce que faisaient les Blacks. En octobre 1721, c'est le document 3. Quelques 16 braconniers, tirant des coups de feu et blessant un garde-chasse, pénétrèrent de force dans Franham Court et emportèrent 3 cerfs et en laissèrent 2 morts sur le sol. Plusieurs d'entre eux furent arrêtés, 2 furent condamnés aux peines ordinaires d'1 jour de pilori, 1 an d'emprisonnement et 20 livres d'amende. Donc ça, c'était avant cette fameuse loi. Les camarades des hommes emprisonnés se lièrent par le serment, décidèrent de vivre sous un gouvernement royal factice et élirent pour roi un gentleman solide, énergique et entreprenant. Ils pénétrèrent une nouvelle fois dans le parc de l'évêque à Franham, encore plus nombreux, prirent 11 cerfs et en laissèrent presque autant de morts sur place et traversèrent Franham à cheval à 7 heures du matin, jour de marché, dans un triomphe public. Alors ça, c'est un extrait de journaux qui racontaient tous ces faits divers et qui ont été rassemblés ensuite par un anonyme qui a fait l'histoire des Blacks à partir de tous les journaux qui décrivaient au fur et à mesure qu'il y a des événements de ce type qui se déroulaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans cette révolte, ce qu'on verra toujours dans les révoltes, c'est-à-dire qu'il y a un incident et après les gens se solidarisent de ceux qui sont arrêtés, ils se lient par un serment. Le serment, c'est ce qui va faire, qui existe dans toutes les communautés villageoises quand on crée des milices, hein, c'est ce qui soude le groupe avec égalité de droits et de devoirs, et puis l'élection d'un chef. Alors l'élection du chef, ce n'est pas toujours le cas. Et ici, en fait, il y en avait véritablement un, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'appelle le roi Jean, et qu'en fait, Jean, c'était le nom le plus familier que l'on trouvait dans la paysannerie. Il y avait une personne sur 2 qui s'appelait Jean à peu près. En fait, c'était un des noms les plus courants, un des noms les plus populaires et les plus courants. Voilà. Et en fait, dans le texte, il est dit « dans un triomphe public », ça veut dire que les villageois, bien sûr, soutenaient ces bandes. Hein, et les bandes, elles ont pu agir comme ça pendant plus de 2 ans. Et si elles ont tenu comme ça, c'est bien qu'il y avait le soutien derrière de la communauté villageoise. Et d'ailleurs, ils se sont fait un peu les justiciers. Il y a un autre fait divers qui est raconté par ces journaux, là, qui à Londres donc, expliquait tout ce qui se passait.
il y avait un propriétaire qui avait abattu des arbres sur son domaine, et les paysans sont allés ramasser les bois morts, les branches mortes, puis les écorces des arbres abattus. Et là, le seigneur les oblige à payer des amendes. Et à ce moment-là, la bande des Blacks déboule dans les forêts de ce propriétaire, et puis commence à enlever toutes les petites branches des arbres, en mettant une petite annonce qui disait, voilà, les Blacks ont arraché l'écorce de vos arbres, et s'ils laissèrent un billet sur des arbres mutilés pour informer le gentleman que c'était leur première visite et que s'ils ne rendaient pas l'argent, ils devaient attendre une seconde visite du roi Jean. Et en fait, le propriétaire a rendu l'amende et n'a pas poursuivi en justice les villageois qui s'en étaient pris qui avaient récolté les branches mortes de cette forêt. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est intéressant, en quelque sorte, ils se sont fait les justiciers. Et alors, Thompson décrit comme ça au moins une dizaine d'actions qui ont été faites par cette bande. Mais en fait, il n'y avait pas que cette bande dans ce lieu. En fait, il y avait presque dans le quart sud-est de l'Angleterre que ce type d'action avait été mené pour lutter contre le fait que la forêt, par la chasse, on enlevait la possibilité de l'usage collectif des forêts en les réservant pour les chasses. Alors, ça a d'abord été le roi, puis ça a été les seigneurs, puis ça a été les gens qui ont voulu se réserver des chasses privées, parce que pendant très longtemps, la chasse a été le privilège du roi, puis après, ça a été devenu un privilège aristocratique, et après, les gens se sont mis aussi à faire des parcs d'agrément, donc à se faire des parcs d'agrément, des jardins à l'anglaise qui étaient clôturés. Et c'était autant d'espace qui étaient retirés soit à l'agriculture directement, soit aux usages qui pouvaient être faits collectivement sur ces terres. Alors, en plus, quand on s'en prend au cerf, on s'en prend aussi... ça désigne aussi les personnes à laquelle on s'en prend, parce que le cerf, c'est un privilège aristocratique, la chasse, c'est un privilège aristocratique. Donc, non seulement on dit qu'on défend les droits d'usage, les droits collectifs, et en même temps, on s'en prend au seigneur, à l'aristocratie. Donc, il y a une double signification. Et c'est certainement cette remise en cause, en fait, de ce privilège qui est une marque de l'aristocratie qui a fait qu'on a pris ce type de mesures, parce que ce n'est pas la chasse qui était en soi qui était condamnée, mais c'est aussi les gens qui faisaient ça, en fait, en tant que... pour leur statut. Voilà, je ne sais pas si je suis arrivée à me faire comprendre. Ceci dit, ce qui est très 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 important en l'occurrence, c'est que là, les paysans défendaient leurs droits d'usage, et ils défendaient leurs droits d'usage contre une appropriation qui changeait complètement la nature même de la propriété. Et je crois que je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que je crois que c'est assez important. Bon, j'y reviendrai. Est-ce que ça va là pour l'instant? Oui? Bon. Alors, à partir de cet exemple, je vais un petit peu continuer sur cette histoire. Le fait de fermer les forêts, là c'était pour les chasses, c'était pour les jardins d'agrément. Le fait de fermer ces forêts, de les clôturer, c'est un processus qu'on a appelé en Angleterre les enclosures. Ce terme d'enclosure, il a une signification très précise, donc c'est la clôture de terrains qui, à partir du moment où ils sont clôturés, sont devenus la propriété exclusive de la personne qui les a clôturés. Voilà. Les terres qui ont été clôturées, ici dans l'exemple que j'ai pris, c'était des forêts pour la chasse, mais le processus de clôture des terres, d'enclosure, c'est un processus qui a touché d'autres espaces
et en particulier ce qu'on appelle les open fields, c'est-à-dire les champs ouverts sur lesquels on pratiquait la culture du blé, par exemple. Et ces champs ouverts ont été aussi clos, et l'usage de ces champs ouverts ont été condamnés. Les usages collectifs qu'on pouvait avoir de ces champs ouverts ont été condamnés par ces clôtures. Alors pour comprendre un petit peu mieux ce que je vais vous dire, je vais revenir sur un exemple et sur le document 4 que je vous ai donné. Ce document 4, il fait allusion à un procès qui a lieu en 1788 à une cour compétente sur les affaires de propriété immobilière et qui a condamné le glanage qu'une femme avait fait sur des terres sur un terrain qui avait été enclos. Les défenseurs de cette femme qui venaient de la communauté villageoise de cette femme sont allés la soutenir et argumenter dans son procès. Ils habitaient donc tous la même paroisse, ils étaient tous dans les mêmes conditions, ils étaient, comme dit le rapport de cette cour, ils étaient également pauvres, nécessiteux et indigents. Alors voici les raisons avancées par le juge pour condamner le glanage, c'est le document 4. Premièrement, je l'ai trouvé incompatible avec la nature de la propriété qui veut dire jouissance exclusive. Deuxièmement, destructrice de la paix et du bon ordre de la société et conduisant à un vagabondage général. Troisièmement, incapable de la jouissance puisque seul ce qui est inépuisable, comme un ruisseau permanent, peut engendrer une jouissance occasionnelle universelle. Donc, il continue en disant que reconnaître le droit de glanage a engendré rapine et fraude, comme il dit. Cette coutume, si elle est considérée comme un droit des pauvres, engendrerait un inconvénient. Elle ouvrirait la porte à la fraude, car les travailleurs agricoles seraient tentés de disperser le blé afin de mieux faire glaner épouses, enfants et voisins. Elle augmenterait l'insolence des pauvres. Et pour conclure, l'objet, le blé que le fermier a laissé épars sur le sol, et la quantité dépend entièrement de son bon plaisir. Le sol est le sien, le grain est le sien, et dans la justice naturelle, les bénéfices aussi sont les siens. Et en 1760, en Angleterre, va être généralisée la faucille la faux qui va remplacer la faucille. Donc, quand on coupe avec la faucille, on prend le grain comme ça et puis on laisse des chaumes très importantes. Quand on coupe avec la faucille, on coupe au ras. Hein, à la faux, pardon. Merci. On coupe au ras. Et en même temps, on va introduire l'usage du râteau. Donc, après avoir coupé à ras, puis ratissé, il ne reste plus grand-chose pour glaner. Donc, si on autorisait encore le glanage sur ces champs, il ne restait pas grand-chose à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle à ces pauvres glaneurs et ces glaneuses. Bon, alors, ce que je voulais dire à partir de cet exemple, ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, dans cet exemple-là, et avec l'exemple des enclosures, et puis on le verra que c'est quelque chose qui va traverser toute l'histoire du Xe siècle jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est l'aboutissement de cette évolution qui va déboucher sur la définition d'une propriété exclusive. Vous avez deux conceptions de la propriété. Celle qui se met en place, là, fin XVIIIe et XIXe siècle, qui va triompher dans la Révolution française dans la définition de la propriété comme un droit exclusif. Hein. Il y a une conception donc de cette propriété comme une possession individuelle absolue, exclusive, qui va être dégagée de toutes les obligations. Et c'est celle-là qui va l'emporter. Et qui va l'emporter sur une autre conception de la propriété, qui est une conception de la propriété qui est soumise à des usages, à de multiples usages. Alors, par exemple, le propriétaire d'une terre, il est propriétaire exclusivement de cette terre, du labour jusqu'à la récolte. Et là, personne ne peut intervenir. Une fois que la récolte est faite, les paysans peuvent venir sur ces terres, donc ils ont
un droit d'usage, et ces droits d'usage leur donnent en quelque sorte un droit de propriété, qui est un droit d'usage collectif commun à l'ensemble de la communauté, et là ils vont pouvoir glaner. Donc ils récoltent, ils vont récupérer le reste après la récolte, ils vont récupérer ce qui reste des grains sur pile à chaume dans les champs. Ils vont pouvoir aussi grappiller dans les vignes. Ça, ce sont donc, et sur les forêts qui sont des forêts, quand les forêts appartiennent à des propriétaires privés, ils ont le droit de ce qu'on appelle la dépaissance, c'est-à-dire le droit d'aller faire paître leurs bêtes dans les forêts. Et sur les terres qui ont été aussi récoltées, après la récolte et après le glanage, la communauté villageoise, et on verra qu'il y a des règles très précises pour pouvoir le faire, a le droit de vène-pâture, c'est-à-dire de mettre les troupeaux du village sur les terres qui appartiennent en privé, donc à des personnes privées. Mais vous voyez, il n'y a pas de droit d'usage exclusif. Il y a ce que les gens appellent maintenant, dans un langage contemporain, le faisceau de droit sur un bien. Voilà. Eh bien, avec les enclosures, avec le système d'enclosure, ce qui va triompher, c'est l'usage exclusif. Et les paysans ne vont plus pouvoir utiliser ce qu'on appelle donc ces usages collectifs. Alors, quand on parle des usages collectifs, il faut bien faire la différence. Il y a deux choses qui sont très importantes dans les communautés, pour les communautés villageoises, pour les paysans. Et je dis les communautés villageoises parce que pour pouvoir utiliser ces usages, eh bien, il faut s'organiser. Donc, on est organisé en communauté. Donc, ça, on sera amené à l'expliquer. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a donc cette propriété qui appartient à une personne, mais qui n'en a pas la propriété exclusive. Donc, il y a des droits d'usage sur un bien privé. Et après, il y a d'autres choses qui seront des biens collectifs qu'on appellera les communaux, qui appartiennent à la communauté. Voilà. Alors, la communauté, elle aura deux types de droits collectifs, les droits d'usage sur des biens privés et les droits d'usage sur des biens qui appartiennent à la communauté, qu'on appellera les communaux. Et dans l'histoire du monde paysan, il y aura deux attaques qui vont revenir en permanence. Une attaque sur les communaux. Qu'est-ce qui fait que la communauté villageoise a ces communaux? C'est des temps immémoriaux que ces communaux appartiennent à la communauté villageoise. Donc il y aura vraiment une attaque permanente contre ces communaux. Et puis une attaque sur les usages, sur le droit d'usage, sur les propriétés privées, et qui vont aboutir à la propriété exclusive. Voilà. Donc ça, c'est un thème aussi qui est là. Appropriation des possessions, enclosure et définition de cette propriété. Et ça, on va le voir en permanence, comment ça se met en place. Là, j'ai pris les exemples que je vous donne, c'est les exemples où ce système a abouti. Mais il a fallu donc des luttes, des résistances, puis finalement, il y a des vaincus dans cette histoire. Et les vaincus, ce sont ceux qui ont été dépossédés parce que les usages collectifs, les usages communs, ont été détruits. Voilà. Bien. Alors, j'ai un petit peu de temps. Oui. Donc, je vais vous lire, puis j'ai bientôt fini après ça. Je vous ai reproduit. Vous permettez, je vais déborder un tout petit peu, comme d'habitude. Est-ce qu'on prend le temps de lire ensemble le texte ou alors je le lirai à la fin, si j'en ai un petit peu de temps, le très beau poème de John Clarke, qui est un poète anglais qui parle des enclos. Non, mais je vais le lire, tant pis. Bon, donc c'est un témoignage d'un poète anglais. Ce texte est reproduit dans l'ouvrage de Thomson aussi, sur les usages de la coutume. Il vient d'être réédité, retraduit, et c'est vraiment une petite merveille, ce livre. Donc, le poète, il va décrire, c'est le document 5, le paysage de son enfance, lorsque les champs et les forêts n'étaient pas encore enclos. Et il évoque l'espace, un espace communal qui était libre et qui était partagé. Je n'étais à l'aise que lorsque j'étais dans les champs, passant mon dimanche et mes loisirs avec les bergers et les garçons qui gardaient les troupeaux, comme l'envie m'en prenait parfois, jouant aux billes sur les chemins plats et irréguliers, ou passer des moutons, ou jouant à saute-mouton parmi les taupinières couvertes de thym,
ou parcourant les bois pour trouver des fraises, ou volant des pois à l'heure de la prière. Et c'est là qu'il va écrire son poème, où il évoque la liberté des pauvres. La liberté infinie gouvernait leur errance, sans que ne s'interpose la haie de la propriété, pour cacher la vue à l'œil qui regardait sa seule limite était le ciel qui nous encercle. Maintenant, la haie rencontre la haie dans les parcelles des propriétaires du champ et du pré grand comme un jardin, dans des petites parcelles. Les petits esprits se plaisent avec hommes et troupeaux emprisonnés, mal à l'aise. Et ensuite, je vois les petites taupes suspendues dans le vent, sur le seul vieux saule qui reste dans le champ, et la nature cache son visage pendant qu'elle se balance dans leur chaîne, et dans un murmure silencieux, elle se plaint. Ici, étaient les communaux sur les collines où elle cherchait encore la liberté, même si tous ont disparu et que des pièges ont été mis pour tuer les petits mineurs sans maison. Près du bosquet, je me promenais, près du bosquet de l'Anglais, je me promène, mais le bosquet a quitté la colline. Le sentier étroit des vieux chênes, voûté, plus jamais je ne le verrai. L'enclosure, comme Bonaparte, n'a rien laissé derrière elle. Elle a nivelé tous les bosquets et les arbres, et nivelé toutes les collines, et pendu toutes les taupes comme des traîtres. Et en fait, les gens qui lisent ce poème, bon, bien sûr, ils comprennent qu'il y a eu des remembrements, que tous les obstacles à la création de grands champs dans lesquels on va faire soit des cultures, soit de l'élevage de moutons, eh bien, tout ce paysage a disparu. Et il y a une évocation aussi alors, de ces taupes qui se retrouvent pendues. Et en fait, les gens qui lisaient ce poème savaient que ça faisait allusion directement à la répression qui avait eu lieu juste avant que le poème a été écrit, la grande révolte du capitaine Swing, ce capitaine qui avait été à la tête de paysans qui s'étaient soulevés au sud de l'Angleterre et qui s'étaient soulevés contre les propriétaires qui avaient fait l'acquisition des batteuses. C'est un exemple de ludisme dans le monde rural. Et ils avaient donc détruit ces batteuses mécaniques qui privaient en fait les ouvriers agricoles qui étaient victimes des enclosures, qui les privaient de leur travail, puisqu'ils étaient remplacés par ces moissonneuses batteuses. Et ces ouvriers avaient fait une émeute et avaient détruit toutes les moissonneuses batteuses. Il y en avait plus de 500 qui avaient été détruites par ces révoltes de ces ouvriers agricoles. Et la répression avait été terrible, puisque 19 de ces ouvriers avaient été pendus pour avoir détruit ces machines, et 480 d'entre eux avaient été transportés en Australie, puisque c'était la peine qu'encouraient à cette époque les dissidents, et puis, enfin les révoltés, et d'autres avaient été condamnés. Il y avait plus de 600 paysans, ouvriers agricoles, qui avaient été condamnés à la prison. Voilà. Et voilà. Donc, en même temps, si je vous donne cet exemple, aussi, si je veux quand même voulu lire ce texte, c'est qu'en fait, les ouvriers s'étaient attaqués aux moissonneuses batteuses, ces ouvriers agricoles s'étaient attaqués aux moissonneuses batteuses, et en fait, ils vont aussi après remettre en cause ce qui était considéré à l'époque comme un progrès. Et il y a un très, très grand historien qui s'appelle Jarige qui a étudié cette remise en cause dans son livre sur il s'appelle Technocritique. C'est un ouvrage qui parle du refus des machines et qui explique le refus des machines dans le monde ouvrier et dans le monde rural, et qui dit attention, ne condamnons pas vite les paysans, parce que peut-être que ces paysans réfléchissaient à ce que pouvaient représenter des innovations dans le monde agricole, et peut-être qu'il faudrait plutôt considérer leur prudence comme quelque chose d'important, plutôt que de voir leur prudence comme une forme d'archaïsme, cette lutte contre cette modernisation. Voilà, et lui, il insiste sur le fait qu'il faut associer prudence, routine
et intelligence paysanne, hein, en particulier contre toutes les formes de modernisation qui se mettent en place à cette époque. Alors, pour aller vite, je voudrais dire deux choses encore sur ces histoires des enclosures. C'est que les enclosures, elles ont en fait abouti donc à plusieurs choses. D'abord la dépossession des usages collectifs, mais aussi par la pression que pouvaient exercer les aristocrates, on va dire, hein, les seigneurs anglais. Elle va aboutir aussi au fait que des paysans, des petits propriétaires vont laisser leurs terres. Et ils vont les laisser parce que leur activité, enfin, ils ne pourront plus vivre de leur agriculture parce qu'ils vont perdre deux choses. D'une part, le complément indispensable de leur revenu qui était l'artisanat rural, et d'autre part, le complément indispensable de leur revenu qui était les droits, les usages collectifs, les usages communs. Voilà. Et donc, il va y avoir un regroupement très important de la propriété, et on sait que à peu près 70% des terres, à la fin de ce phénomène d'enclosure, c'est-à-dire au début du 19e siècle, appartient à des grands propriétaires en Angleterre. Donc c'était un phénomène vraiment généralisé de dépossession, ce qui va donner un nombre très très important d'ouvriers agricoles. Ces ouvriers agricoles vont travailler à cause de leur nombre dans des conditions très difficiles avec des salaires très faibles, et ils vont essayer de s'organiser pour augmenter leur salaire, et il va y avoir des grèves très importantes qui vont être organisées par ces ouvriers agricoles dans le début du 19e siècle. Et là, on change de nature, en quelque sorte, des luttes ouvrières, puisque ce sont des grèves qui sont organisées, ce qui n'existait pas dans le processus de révolte précédent, et qui vont être soutenues, d'ailleurs, par les trade unions anglais. Ces grèves des ouvriers agricoles, et en particulier des ouvriers agricoles de Tolpul, elles ont donné, excusez-moi, je prononce très mal, elles ont donné naissance à un très très beau film que certains d'entre vous connaissent. Et cette grève, elle a obtenu le soutien de ces trade unions, mais dans un premier temps, c'est le grand propriétaire des terres qui a gagné son procès contre ces paysans qui avaient fait grève, et ces paysans ont été condamnés à la transportation en Australie. Et puis les trade unions sont arrivés à organiser la résistance et la lutte contre cette condamnation, et ils sont arrivés la peine a été réduite, en fait. Ils ont fait 2 ans en Australie, puis après, leur peine a été abolie, ils ont été graciés, et ils ont pu revenir en Angleterre. Et en fait, là, il y a un phénomène très, très important, où il y a eu l'union, en fait, de la lutte des paysans, des ouvriers agricoles, et la lutte des trade unions qui était en train de se constituer en Angleterre. Et je vous ai donné la plaque qui est la reproduction de la plaque que l'on trouve dans le village en l'honneur des 6 martyrs. Ces 6 martyrs qui ont été condamnés à la suite de la révolte. C'est une plaque qui dit donc à la mémoire de ces... J'arrive plus bien à lire, je crois que tu l'as mis en grand. Hein. Tu arrives à le lire sur le grand? Oui, sur le grand format. Bon, c'est peut-être pas si important que ça. Pardon. Ah, zut. Excusez-moi. Alors, c'est écrit à la mémoire... dédié à la mémoire... dédié, oui, par le Trade Union Congress, c'est-à-dire par le syndicat des Trade Unions, hein, à la mémoire des 6 agriculteurs laboureurs de ce village qui, parce qu'ils avaient organisé des réunions
des réunions qui leur avaient permis d'organiser la grève, hein, ces réunions avaient été condamnées à 6 ans de transportation en Australie. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans ce village, eh bien, il y a toujours cette mémoire de cette révolte, et que tous les ans, il y a des grands rassemblements de gens qui concentrent un petit peu tous les types de révoltes, et plus particulièrement les révoltes qui sont liées au monde rural. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai expliqué les enclosures, les conséquences des enclosures très rapidement, et puis on y reviendra un petit peu plus au fur et à mesure du cours. Une des conséquences a été donc cette prolétarisation, hein, des paysans, et des conditions très, très difficiles, d'autant plus qu'il y avait une espèce de chantage organisé par les grands propriétaires sur l'emploi, et aussi parce que à cette époque, en Angleterre, il y avait on va dire une assistance pour les pauvres qui était organisée dans chaque communauté villageoise, et que les ouvriers agricoles avaient droit à cette assistance. Et du coup, les grands propriétaires disaient on n'a pas besoin de les payer beaucoup, puisque à côté, ils sont soutenus par tout ce système d'assistance, d'assistanat qui avait été mis en place. Enfin, c'est toutes les mesures pour les pauvres qui sont prises au XVIIIe, au XIXe siècle en Angleterre. Alors ça sera la moins pire de ces mesures, mais en fait, ça faisait une espèce de sous-prolétarisation, même en quelque sorte, si on peut dire, de ces paysans qui avaient été dépossédés de leurs terres. Alors maintenant, il y a des historiens qui ont travaillé aussi sur les conséquences qu'a eu les enclosures sur les femmes. Et ils ont énormément insisté sur le fait que l'usage l'usage collectif, les droits d'usage, le glanage, etc., hein, c'était surtout l'activité des femmes. D'ailleurs, dans le texte que je vous ai donné, ce n'est pas un hasard que ce soit une femme qui soit prise en train de glaner. En fait, le glanage, c'était quand même une activité féminine. Et en fait, il y a des historiens qui ont réfléchi sur le partage des tâches dans une famille de paysans. Et dans le partage des tâches, ce n'était pas simplement la femme est à la maison et s'occupe, mais la femme avait une part de travail et de responsabilité dans le travail de l'agriculture, dans le travail de la terre. Et donc, il y avait bien sûr le petit jardin, il y avait l'élevage des poules, et puis il y avait le glanage, la cueillette des fruits dans les forêts, etc., qui était indispensable à la subsistance de la famille, qui pouvait quelquefois dégager des surplus qui étaient commercialisables sur le marché. Et en fait, ces historiens, ils ont insisté sur le fait que eh bien, ces usages, ces droits d'usage, le fait d'aller glaner avec d'autres femmes, c'était des espaces de liberté, c'était des espaces de sociabilité, c'était des espaces de liberté. Et il y a même un historien qui a fait une étude, c'est une historienne qui a fait une étude très précise sur les liens qu'il y avait entre la violence que les femmes vont... la hausse de la violence conjugale liée à la perte des usages collectifs, c'est-à-dire l'appauvrissement des familles, le fait que la femme, elle va changer de statut et qu'elle n'aura plus ses possibilités, ses lieux d'émancipation, elle va avoir une place particulière dans la maison, qui renforcera en fait le caractère sexué des tâches, en quelque sorte, et ils mettent en rapport ce phénomène-là avec la multiplication des cas de violence conjugale. Bon, je vous le livre comme ça, moi j'ai trouvé ça assez intéressant à signaler. Voilà, alors, j'ai bientôt fini mon introduction sur cette affaire, cette première partie-là. Ce que je voulais vous dire encore, et c'est aussi grâce à cet historien anglais, je voulais revenir sur le sens des révoltes des paysans. Et ce sens des révoltes des paysans, de cette défense des droits d'usage, cette défense des droits collectifs, même si quelquefois elles prennent des formes qui
qui nous semble peut-être dérisoire, l'historien l'a mis l'a interprété avec une notion sur laquelle je reviendrai, que je vais expliquer plusieurs fois, que je vais vous livrer simplement maintenant. C'est ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé l'économie morale de la foule. Cette économie morale de la foule, ça va s'opposer à l'économie telle qu'elle va se mettre en place au XVIIIe siècle avec les physiocrates. On y reviendra, on l'expliquera ça un petit peu plus précisément, ou avec ce qu'on appellera l'économie libérale ou l'économie politique qui va contredire cette économie morale de la foule. Et cette économie morale de la foule, je vous lis parce que c'est un petit peu compliqué ce que j'ai écrit, elle permet de penser les luttes comme des pratiques réfléchies et de comprendre comment les communautés paysannes tentent de résister à l'individualisme possessif et finalement à l'économie de marché, en mobilisant leurs propres règles de justice, c'est pour ça qu'on parle d'économie morale, leurs propres règles économiques, leurs propres règles de justice qui sont liées aux usages coutumiers. Et c'est là que les choses vont s'affronter, c'est là que les choses vont se nouer. Bon, donc ça c'est les points importants que je vais développer, et c'est ce qu'on verra là, résistance paysanne et conscience sociale, l'économie morale de la foule. Bon, alors, un dernier petit point que je voudrais vous dire, c'est que là je parle de lutte, hein, et en fait les paysans ils n'ont pas fait que lutter, bien sûr, hein, c'est pas leur quotidien la lutte, mais en fait ce qui est très très important, c'est que la communauté villageoise, elle va aussi se souder dans la lutte. Et la question sur laquelle on aura à réfléchir, c'est qu'est-ce que c'est que cette communauté villageoise, comment elle est composée, est-ce qu'il n'y a pas des distinctions sociales, est-ce qu'il n'y a pas des élites qui vont se distinguer des communautés villageoises et qui vont servir en quelque sorte d'intermédiaire entre les paysans et puis le reste de la société, voilà. Mais à un moment donné, est-ce que la communauté, elle va se souder contre un ennemi commun, ou est-ce qu'à un moment donné, elle va se éclater, hein, dans une position de classe en quelque sorte, hein. Et ça sera une des réflexions qu'on va avoir sur ces communautés. Alors, si je vous ai dit tout ça, c'est pour vous dire aussi que ce qui me tient à cœur, c'est essayer de revenir en fait sur les conceptions qu'on a en général des révoltes paysannes, qui ont été caractérisées de manière un peu simpliste comme des jacqueries, et on va essayer de voir donc tout le sens de ces révoltes, et comment cette accumulation des révoltes va finalement déboucher sur la Révolution française, en insistant sur le fait qu'il y a en quelque sorte une éducation politique de la révolte qui va déboucher sur cette révolution, et puis d'autre part, essayer aussi de dire que les paysans ne sont pas des bouseux, quoi, en quelque sorte, hein, comme on les appelait à l'époque. Le terme paysan, il ne va pas souvent être utilisé. Il est utilisé à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Tout le vocabulaire qu'on utilise sur les paysans, c'est souvent un vocabulaire péjoratif. Hein, le terme paysan, lui-même, ça vient de pays. Le pays, c'est celui qui est attaché au pays au sens médiéval et moderne du terme, c'est-à-dire le territoire. Dans le territoire, il y a la terre, donc c'est celui qui est attaché à la terre. Et celui qui est attaché à la terre, très vite, ça devient justement le bouseux, celui qui a de la terre à ses sabots. Hein, et donc, quand on utilise le terme paysan, c'est souvent, quand on l'utilise à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, c'est péjoratif. Hein. Et l'autre terme qu'on utilise aussi, c'est vilain. Et vilain, ça vient de villa. Villa, c'était la ferme, enfin c'était la grande propriété des Romains. Et quand cette grande propriété va disparaître avec la chute de l'Empire romain, on gardera le terme d'habitants des anciennes villas, c'est-à-dire des paysans qui travaillaient dans ces villas, qui étaient souvent des esclaves d'ailleurs. On gardera ce terme pour dire vilain. Et en fait, vilain, ça a pris aussi le sens péjoratif que l'on connaît.
Hein, voilà, donc il y a toujours cette vision, en quelque sorte, péjorative de ces paysans. Et moi, ce que je voudrais, c'est essayer de leur redonner leur dignité, en quelque sorte. Hein. Et quand, je vais m'arrêter là, mais quand toutes les révoltes, par exemple au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu énormément de révoltes. Il y en a eu beaucoup, et puis là, il y a eu une concentration de révoltes. Eh bien, les termes qu'on a donnés aux révoltés de cette époque, c'était les pitots, les rustos, les taravisés. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, la révolte des pitots, la révolte des rustos, la révolte des taravisés, la révolte des nu-pieds. Hein, chaque fois des termes péjoratifs. Et puis, le terme péjoratif par excellence, c'était la réforme des Jacques. Hein, le Jacques étant, à ce moment-là, un terme péjoratif pour désigner le paysan. Voilà. Bon, je vous donnerai. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne le plan ou si je vous le donne la prochaine fois. Je vous annonce les. Bon, on va peut-être s'interrompre un petit peu pour discuter parce que j'étais un petit peu longue. Enfin là, je ne sais pas s'il y a bien objet à discussion parce que je vous ai livré un petit peu comme ça, un peu en vrac, j'ai l'impression. Ce sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Je reviens juste à un petit moment sur le début de ton exposé, sur ton introduction. Ça a évoqué quelque chose de récent pour moi, parce que tu as parlé donc des paysans en Allemagne, des révoltes de paysans, et de Marx qui s'est emparé de ça pour faire un article à la Gazette. Or, il y a quelques jours, j'ai vu un film qui est encore à l'affiche, qui s'appelle Le jeune Marx. Ah, oui. Et Le jeune Marx, c'est un film qui démarre par des images où on voit une forêt. Et c'est vrai, ça surprend. Donc, tu vas voir un film sur Le jeune Marx, ça démarre sur une forêt. Tu t'attendais à voir plutôt une usine, quelque chose comme ça. Et des paysans ramassent du bois mort dans cette forêt. Une troupe de paysans assez nombreux avec leurs enfants, etc. Et arrivent dans la forêt des gendarmes, disons, à cheval, avec des épées, et tapent sur ces paysans, et même en blesse ou en tue. On voit là très bien ça. Et juste après cette séquence, la séquence suivante, c'est dans un local, une troupe de jeunes gens, avec Marx. C'est le comité de rédaction de la Gazette Réelle. Ah, d'accord. Le texte de Marx, il a été sur la guerre des forêts, il a été publié à la Fabrique et commenté par Ben Saïd. Et en fait, il essaye de montrer, et il essaye aussi de démontrer que il y a une vulgate marxiste qui dit qu'on est passé du système esclavagiste au système féodal, système capitaliste, etc. Et que dans le passage, il y a forcément la condamnation du monde paysan, de ses usages, comme étant des formes d'archaïsme. Et qu'on est obligé, en fait, en quelque sorte, de détruire ce monde paysan pour arriver au monde capitaliste qui va augmenter les contradictions et qui permettront, etc. etc. Bon, voilà. Et en fait, quand on regarde les textes du début et puis les réflexions de la fin, en fait, il y a une place complètement différente de celle qui est donnée par la vulgate marxiste de ce monde paysan. Et c'est très bien qu'il y ait cette évocation, effectivement, de ce problème. Sur les enclosures dont vous avez parlé, on a une idée de l'importance en surface, parce que enclore un bois bien, une forêt, ça demande une superficie importante. Le bien qu'un noble, il a souvent des moyens, mais on a une idée dans ces textes l'importance de cette terre enclose. Alors, les terres encloses pour les forêts, c'était dans des buts très particuliers, c'était pour la chasse. Donc toutes les forêts n'ont pas été encloses. Et enclose comment?
Alors, je vous avais donné une petite... Alors, là, vous avez un petit exemple d'une gravure. Là, c'est le luxe. Hein, c'est une enclosure avec des murs. La plupart des clôtures, elles étaient faites en bois ou souvent c'était des enclos plantés, c'était des haies. Voilà. Alors, les surfaces qui vont être soustraites au libre usage ou à la culture directe, c'est 60% de la superficie à la fin du XVIIIe siècle. Et je vous le livre comme ça parce que je l'ai lu, mais je n'ai pas fouillé un petit peu plus. Mais en 1830, les gens disent que le phénomène est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace libre, alors, qui ne sont pas forcément enclos, mais dont les limites sont déterminées par des bornes de propriété. Et à ce moment-là, parce que les géomètres ont bien fait leur affaire, et à ce moment-là, les territoires, les terres, sans être encloses, sont définies par les propriétaires. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les DEFA en France? Je ne connais pas cette expression. C'est des toponymes qui correspondent à des lieux hérités du moyen de la noblesse, terre reconquis, je ne sais pas, où on n'a pas le droit d'aller paître ou faire la grandir. Ben c'est la même chose, voilà, exactement. Je connais, c'est exactement ça. Mais le coup des murs, on le retrouve à Marseille au 19e. Les propriétaires bourgeois, dans les Villevonne aussi, dans les propriétés, il y a des murs qui montent au sommet des collines, des murs en pierre bâtis à chaud et à sable. Et pour enclore une propriété de collines, de cailloux, mais où il y avait la chasse, où il y avait un bien propre. Donc, et il paraît, je ne sais plus si c'est Clapbal qui dit mais cette ville de Marseille est enclose de murs de tous les côtés dans la campagne. Elle observe que c'est original à notre région. Alors, je vous avais mis une gravure qui était le document 7. Et en fait, j'aime bien cette histoire parce que c'est une gravure qui a été faite à partir aussi d'un fait divers. Parce que là, je vous ai montré toutes les défaites des paysans par rapport à ces enclosures, mais les paysans se sont battus pied à pied contre les enclosures. Et là, en fait, on a l'exemple d'une communauté villageoise avec son pasteur là, qui est arrivé à briser la muraille. Et ça rappelle en fait quelque chose, un fait divers qui est raconté aussi par Edward Thompson dans son bouquin sur les usages de la coutume, et montre en fait que la communauté villageoise, animée par un cabaretier, un aubergiste, qui est arrivé à gagner son procès contre le seigneur qui avait clos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle des révoltes, parce que c'est ce qui est le plus apparent, mais les résistances paysannes ont été très très fortes du point de vue de la justice. Il y a des procès permanents, mais il y a des centaines et des centaines de procès qui sont faits par les communautés villageoises contre les seigneurs. Justement parce qu'il y a un terme qui est vraiment extraordinaire, on dit qu'on a le droit d'usage. Et le seigneur, lui, dit « j'ai le droit d'abuser ». C'est-à-dire que j'ai le droit exclusif d'user. Abuser, c'est une expression qu'on utilise à cette époque. Abuser, c'est d'avoir le droit d'user de manière exclusive. Voilà, donc il se renvoie à cette affaire. Et les communautés villageoises sont arrivées à faire des procès et à les gagner. Et là, dans cet exemple-là, la personne a gagné en disant que le fait d'avoir clôturé cette propriété avait fermé, enfin avait interrompu des routes, des chemins qu'il avait l'habitude de prendre, et lui en particulier pour s'approvisionner en vin pour son auberge. Et donc il n'y avait pas de raison que l'on empêche de circuler. Alors, au procès, on a dit, bon, ben voilà, vous allez pouvoir ouvrir, continuer à rentrer dans la propriété,
Et après, on a demandé aux paysans et à la communauté ce qu'elle voulait faire. Si elle voulait passer par la porte ou si, au contraire, elle voulait passer enjambée par des échelles. Alors, il y a eu une grosse discussion et finalement, les gens ont dit on préfère avoir une échelle parce que pour la porte, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte. Donc, on sera soumis à la bonne volonté de la personne qui va vouloir ouvrir ou non la porte. Il ne sera pas forcément là, donc ça va être compliqué. Et puis, il va falloir qu'on ait, puisque c'est notre communauté qui a gagné, il va falloir qu'on ait un petit papier qui prouve qu'on fait bien partie de cette communauté, qu'on a le droit de passer par ce chemin-là. Et donc là, ça va donner lieu à des tractations. Très rapidement, ce papier va vouloir être vendu par le seigneur. Donc on ne va rien y gagner, on va encore y perdre. Donc on préfère que vous nous installiez des échelles. Donc le seigneur a accepté que les échelles soient installées. Et puis le cabaretier va encore se plaindre et il va gagner son procès parce qu'il dit que les échelons de l'échelle sont trop espacés et que les vieilles femmes ne peuvent pas utiliser ces échelles. Et là, dans le procès, il est dit « Je l'ai observé moi-même et je désire que vous veilliez à ce qu'elle soit construite de telle façon que non seulement les enfants et les vieillards, mais aussi les vieilles femmes puissent monter. » C'était la conclusion du procès. Bon, c'est anecdotique. Si je vous le signale, c'est pour montrer que les paysans ont aussi souvent gagné. Et ça dépendait aussi de ceux qu'ils avaient en face d'eux. Une question. Oui. Dans ton programme, est-ce que tu vas aussi pouvoir nous montrer comment ces droits d'usage et ces territoires communs avaient été gagnés progressivement? Et parce que ça pourrait aussi permettre d'avoir des idées sur comment les regagner puisqu'ils se sont perdus. Est-ce qu'on le sait? Eh ben justement, on ne le sait pas. C'est la grosse question en fait. En fait, bon, à un moment donné, je vais expliquer dans la leçon suivante comment s'est mis en place la seigneurie et comment en fait elle est véritablement structurée au IXe siècle. Mais le passage entre le monde, la structure romaine, la structure de la villa avec l'esclavage, et puis la structure seigneuriale, ce passage-là, il est très complexe. Et il y a un moment où il y a un vide complet du point de vue de l'administration, du point de vue de l'encadrement, et cette période-là, ça sera une période de possession, de propriété privée des paysans. Il y a un petit moment où il y aura beaucoup de ce qu'on appelle des alleux, c'est-à-dire des terres qui appartiendront en propre aux paysans qui cultivent ces terres. On ne sait pas dans quelle proportion, parce que là, il n'y a pas de source. On sait quand ils existent, quand ils sont en opposition avec les seigneurs, c'est-à-dire quand les alletiers disent « mais nous on veut garder ces terres et vous voulez nous les prendre ». Voilà. Et à ce moment-là, c'est sanctionné déjà par des actes de propriété? Non, non. C'est du droit oral? C'est du droit oral, oui, c'est du droit oral. Et alors la grande démarche des seigneurs, ce sera de construire, justement de faire ces actes de propriété, ces terriers, mais paradoxalement, c'est un petit peu compliqué, hein, paradoxalement, l'initiative ne va pas venir directement de ces seigneurs, elle va venir à l'époque de Charlemagne, enfin on va dire ça un peu grossièrement, où il va vouloir essayer d'administrer correctement ses possessions et d'en confier une partie de la gestion au comte, au duc, etc., enfin à tout ce système féodal qui se met en place. Et pour ça, s'il veut en confier la gestion, il faut qu'il établisse toute une série de documents qui vont dire, ben voilà, vous avez cette terre, etc., vous l'avez dans telles conditions, là vous en aurez l'usage particulier, etc. C'est à ce moment-là que les choses se mettent en place, voilà, se codifient. D'ailleurs, la prochaine fois, on va étudier un texte particulier qui décrit comment se met en place justement cette propriété, voilà, ces terres.
avec les grands capitulaires, les grands textes. Les grands textes, ils existent à partir du 8e siècle, hein, pas avant. Et justement, après, ça sera le grand débat qui est vraiment intéressant et qui dépendra du rapport de force. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire du Moyen-Âge et des temps modernes, c'est que la reconstruction de l'État, elle va passer par la codification. Le code forestier, le code civil, etc. Donc en fait, toute une série d'écrits qui vont désormais figer les choses et qui seront une possibilité d'asseoir un pouvoir. Mais bon, pendant très longtemps, ça va fonctionner comme ça. Et du coup, il va y avoir une opposition entre deux affirmations qui ne seront jamais, enfin qui seront rarement, qui trouveront rarement des justifications, et deux affirmations qui se contredisent. Pas de seigneur, pas de terre sans seigneur, pas de seigneur sans titre. Voilà, donc les paysans diront pas de seigneur sans titre, donnez-nous les titres de propriété si vous voulez qu'on rentre dans le système seigneurial. Et les seigneurs répondront, et le roi en particulier répondra, il n'y a pas de terre sans seigneur. Voilà, mais il n'y a rien qui matériellement prouvait ça. Alors sauf qu'après, il va y avoir des terriers, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place et qui vont le figer. Mais c'est vraiment l'usage de... Et après, il y a des gens qui vont essayer de remonter pour essayer de retrouver des origines. Mais bon, d'abord, l'archivage ne se faisait pas forcément. Et ce qui va en particulier être un des éléments de la révolte au moment de la Révolution de 1789, et quand les paysans vont s'en prendre au château et puis détruire justement ces fameux titres de propriété qu'avaient les seigneurs, qu'on appelle les terriers, ces titres de propriété, ils vont être... ils commençaient à exister au XVIe, XVIIe, ils vont être refaits au XVIIIe siècle parce que les seigneurs ont des conditions de vie qui se détériorent aussi, la rente seigneuriale fonctionne moins bien, donc ils voudraient bien essayer de grappiller par-ci par-là et puis de mettre par écrit de manière à ce que ce soit plus contesté, puisque la justice à laquelle fait appel les paysans pouvait contester ce que demandaient les seigneurs. Eh bien, la première chose, alors les seigneurs vont refaire leur terrier. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai appris que Gracchus Babeuf, au début, son travail, c'était ça. Il était chargé de réécrire pour les seigneurs, de réécrire les terriers. Et du coup, il s'est bien rendu compte de comment fonctionnait la seigneurie. Et il a compris de l'intérieur le mécanisme qu'il va vouloir détruire ensuite au moment de la Révolution. Donc ces terriers vont être reconstitués de manière très très précise, très minutieuse, très tatillonne. Les seigneurs usurpant d'ailleurs une partie de ce qu'ils mettaient dans les terriers, et les paysans, la première chose qu'ils vont faire, c'est détruire ces preuves, quoi. C'est brûler les terriers, plus que s'en prendre physiquement aux seigneurs. Il y a peu de morts dans la Grande Peur. Il y a beaucoup de châteaux brûlés, il n'y a pas beaucoup de seigneurs tués. Hein? Et donc du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité. Enfin, bon, si après il y a des réflexions sur qu'est-ce que ça peut être, les usages d'une collectivité. Hein, mais je crois qu'on l'abordera un tout petit peu dans la dernière leçon, sur le 19e siècle. Oui. Tu as parlé du mouvement des enclosures en Angleterre. Est-ce qu'on observe le même type de mouvement sous une forme ou sous une autre dans d'autres pays d'Europe, en France notamment, en Allemagne? Alors, en France, ça va prendre une autre forme que les enclosures. En fait, en France, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la France, c'est un territoire qui a une variété extraordinaire de paysages, de systèmes d'exploitation, etc. Donc, en fait, il y a un endroit où il va y avoir une concentration des terres très rapidement sur une forme capitaliste. C'est dans le bassin parisien, avec la préoccupation de nourrir les grandes villes et de nourrir Paris.
Et là, en fait, il y a des paysans qui vont regrouper des terres pour faire de la grande agriculture céréalière, mais sans être propriétaires de terres. C'est-à-dire qu'ils vont être fermiers de plusieurs seigneurs et ils vont s'arranger pour avoir des champs continus qui ne leur appartiennent pas et qui appartiennent à des seigneurs différents. Donc là, il y a un phénomène de regroupement de terres pour faire des grandes exploitations de type capitaliste. Donc là, ça c'est un phénomène de regroupement de terres où les petits paysans ne vont plus avoir leur mot à dire dans cette affaire. Donc c'est une première chose. Après, du point de vue par exemple des forêts, il y a un autre système qui va se mettre en place, c'est que les seigneurs vont dire, ben voilà, je veux avoir l'usage exclusif d'une partie de la forêt. Et je laisse l'autre partie de la forêt en commun à mes villageois. C'est ce qu'on appelle le droit de triage. Et alors, à ce moment-là, il y a une partie du territoire de la forêt qui va n'appartenir qu'au seigneur en propriété exclusive. Mais ça va être borné par des géomètres. Il n'y aura pas la clôture comme... Mais ça revient au même, c'est une clôture qui n'est pas matérialisée, mais qui exclut les paysans des usages collectifs. Bon, je pense au droit de triage là tout de suite, mais je pense qu'il y a d'autres façons aussi. Et puis il y a d'une manière générale l'usurpation des communaux. Hein. Les seigneurs disent non, ça ne vous appartient pas. Hein. Après, c'est vraiment une question de rapport de force et d'organisation des communautés. En Italie, c'est symptomatique, c'est le système de latifundia qui se met en place dans le sud de l'Italie. Et là, il y a une appropriation des terres qui est un phénomène d'enclosure, mais qui ne passe pas par la clôture. Alors, si je vous ai... je dis juste une petite chose, si j'ai parlé d'enclosure, c'est parce qu'après, le mot enclosure ne servira pas simplement à désigner les terres qui sont clôturées, mais désignera toute forme d'appropriation exclusive d'un bien. Puis maintenant, on dit l'enclosure pour le droit de propriété intellectuelle, pour l'enclosure aussi d'Internet, etc. Enfin, c'est un terme qui est passé pour toute forme d'appropriation contre les usages communs. Ah, pardon. Ah, je ne vois pas. Quel a été le rôle de l'Église, puisqu'elle a même été possédée des biens territoriaux conséquents dans toute cette histoire? C'est quelque chose. Pour les enclosures, l'Église en Angleterre est grande propriétaire. Elle le sera un petit peu moins qu'en France parce qu'il va y avoir quand même quelques affaires avec le roi Henri VIII qui va quand même pas mal s'en prendre aux terres de l'Église catholique hein, au moment de la Réforme. Mais l'Église, ce sont des seigneurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont, quand ils sont propriétaires de terre et ils sont grands propriétaires de terre, ont le même comportement que n'importe quel autre seigneur. On va étudier un exemple de paysans qui vont essayer de s'affranchir du chapitre de l'an dans un des cours, et on verra que c'est vraiment ce chapitre de l'an, donc l'évêque de l'an, qui est seigneur des communautés villageoises autour de l'an, qui sera le seigneur le plus intraitable de l'histoire de cette région. Hein, donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. En fait, l'Église comporte, quand je dis les seigneurs, je devrais dire les seigneurs laïcs et ecclésiastiques. Chaque fois que je dis seigneur, il faut entendre les deux. On va étudier un texte la prochaine fois qui est le polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'était une abbaye qui, au IXe siècle, avait des propriétés, combien on avait calculé, c'était 700 hectares, je crois, hein, qui étaient disséminés dans tout le bassin parisien, en Normandie, etc. C'était le plus grand propriétaire terrien, à part le roi, et qui jouait son rôle de seigneur comme les seigneurs laïcs. D'ailleurs, on étudiera la nationalisation des biens du clergé,
Et quand on étudie la nationalisation des biens du clergé, eh bien, on a une idée de l'étendue que pouvaient avoir justement les biens. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que il y a un exemple aussi qu'on va retrouver, c'est que bien souvent, l'Église avait beaucoup de terres. Et puis elle en gagnait beaucoup parce que c'était une façon de gagner le paradis en fait. Et il y avait une partie des gens il y avait des donations qui étaient faites par les seigneurs qui étaient très 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 importantes. On n'imagine pas le nombre de terres qui ont été données. Quand les terres sont données à l'Église, les paysans qui sont sur ces terres deviennent aussi le bien de l'Église qui a hérité de ces terres. Le problème des possessions de l'Église, c'est que souvent, c'est des morceaux très éclatés. Oui. Je prends par exemple l'abbaye de Saint-Victor, elle avait des possessions dans le Luberon, dans le Var, etc. Donc c'est pas un bloc comme le Seigneur qui quelque part qui a son bloc, c'est des autorités qui sont disséminées partout. Et qui en fait, ils mettent en place tout un système de gestion qui sont bien souvent faites par des laïcs, et cette gestion elle est très très contestée parce que le gestionnaire il faut qu'il y trouve son compte aussi, donc il y a une accumulation il y a un détournement en fait de ce qui devrait aller au seigneur ecclésiastique qui est accaparé par le gestionnaire. Et quelquefois on dit que avec une sorte d'innocence, on pense que le seigneur ecclésiastique serait moins méchant que le gestionnaire. Voilà, parce que c'est celui qu'on a en face de soi qui demande de payer la rétribution. Et puis après, l'Église était très riche parce qu'il y avait la dîme. Mais paradoxalement, la dîme n'était pas véritablement refusée par le monde paysan. Parce qu'en fait, cette dîme, elle servait aussi à organiser la charité, qui était très, 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 très importante. Dans les cahiers de doléances, quand on voit la revendication sur la dîme, on demande que la dîme soit perçue directement par le curé de la paroisse, qu'il n'y ait pas un détournement et une redistribution avec la portion congrue. Mais le fait de donner de l'argent à l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment condamné à cette époque. Oui. J'ai une question pour Marseille. Je me demande si, et ça pourrait être intéressant si tu avais la réponse, si les quartiers délimités comme Saint-Antoine, Saint-André, Saint-Henri, Saint-Louis, au départ étaient des villages avec des propriétés seigneuriales et ecclésiastiques qui auraient donné un nom de saint. En fait, les quartiers de Marseille qui portent le nom d'un saint avant étaient des propriétés ecclésiastiques. Alors, je ne peux pas te répondre directement là-dessus. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est la façon dont sont organisés les villages. Ça aussi, je l'étudie dans une des leçons. Les villages, ils se sont constitués tels qu'on les connaît maintenant, à peu près entre le 8e, 9e, 10e siècle, tu vois, à peu près à ce moment-là. Et le village, quand il s'organise souvent autour d'une église, avec le saint qui va devenir le saint protecteur de l'église, parce que ça correspond aussi à quelque chose de très important, qui est une réforme, la réforme grégorienne qui va réorganiser complètement l'église et qui va donc imposer en quelque sorte le découpage en évêchés, en paroisses, etc. et qui va essayer de faire coïncider une communauté villageoise avec une église et un curé. Donc que Marseille soit constituée de Saint-Antoine, etc., en fait si tu regardes, c'est toujours des villages. Voilà. Donc, après qu'elle était... Enfin, peut-être que c'était une communauté villageoise qui dépendait des seigneurs, peut-être que ça dépendait des grandes abbayes qu'il y avait dans la région, ça je ne le sais pas du tout, tu vois. Mais le fait qu'il y ait un saint, ça ne veut pas dire que ce soit une propriété ecclésiastique. Hein, c'est vraiment la façon dont se sont constitués les villages.
Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans cette histoire, bon, je l'ai découvert, et je vous le livre, là, je viens juste de le découvrir, c'est que l'identification entre village et paroisse, c'est quelque chose qui va être fondamental dans la définition de la communauté, parce que la vie religieuse va être un des fondements aussi de cette solidarité de la communauté. Eh bien, cette coïncidence entre village et paroisse, c'est ce qui va rester le plus longtemps. Et en fait, j'ai appris que c'est que depuis 1990 qu'il y a eu une réforme de l'organisation de l'Église, faute de curé de paroisse, quoi, de recrutement, qui va dissocier la paroisse de la commune. Mais et c'est cette association entre commune et paroisse qui est la chose la plus durable de l'histoire des villages. On parle de communauté de paroisse. Maintenant, on parle de communauté de paroisse, oui. C'est ce qui a été fait pour Marseille. Oui. C'est ce qui a été fait pour Marseille, je crois que c'est au XIIIe ou XIVe siècle, car Marseille est le plus vieux cadastre de France. Yeah. Et le cadastre de Marseille a été fait par quartier paroissial. D'ailleurs, c'est le seul cadastre de France où on est obligé de donner d'abord le quartier. On ne dit pas par exemple cadastre A, B, 26. Donc, il faut dire par exemple Vieille-Chapelle, Saint-Louis, Saint-Henri, Saint-André. Et c'est la loge de Marseille qui avait demandé à ce qu'on mette les terres de Marseille en cadastre. Mais c'est le plus vieux cadastre de France. Et sur la base paroissiale, c'est vraiment intéressant. Voilà. Si j'étais allée jusqu'au bout de mon propos, mais je le ferai la prochaine fois, pour vous expliquer les limites chronologiques, le plan, et puis après je commencerai sur l'an 1000, avec la formation de la seigneurie. Je vous annonce juste pour le cours prochain, comme élément de domination et d'exploitation, et puis la première révolte qui va remettre en cause cette seigneurie. Je terminais, ce que je voulais vous dire, c'est la paroisse qui me fait penser, c'est que ce monde paysan dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui a évidemment disparu, mais tout ce qui concerne en quelque sorte une espèce d'idéologie paysanne, elle s'est maintenue. Et lorsque François Mitterrand s'est présenté aux élections, vous vous souvenez de l'affiche? Le clocher, voilà. Le village, le clocher, la paroisse. C'est assez... Et la force tranquille, c'est-à-dire en fait, encore une fois, on utilisait une espèce de mythe paysan que l'on plaquait sur une réalité qui n'était pas du tout la réalité paysanne, et on va le voir en permanence, qu'il y a une façon de les envisager qui ne correspond pas, qui va être utilisée, récupérée, et que l'on va retrouver. Et le Front National avait détourné dans les minarets à la place des églises. Non, mais c'est symbolique aussi d'une mentalité qui fait que c'est le village qui représente l'identité française. C'est dans une espèce d'intention collective. Pardon? C'est dans l'intention de chacun d'entre nous. Oui, bien sûr. Voilà. Alors on va essayer modestement de déconstruire quelques stéréotypes. Voilà. Bon. Merci.